Il est certain que le contexte opérationnel et stratégique, c'est un des grands éléments qui font justement poser à l'armée l'hypothèse d'un soldat augmenté par des augmentations invasives. Après, ce qui est intéressant, c'est de considérer effectivement que la course à l'armement, dans ce cadre-là, elle poserait énormément de problèmes parce que jusqu'où iraient les augmentations si on n'augmente pas pour l'opérationnel, mais pour plus d'opérationnel à chaque fois, c'est-à-dire pour une comparaison entre différents pays. Le podcast Humain demain. Salut à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste Technoprog. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous recevons Jessica Lombard, docteur en philosophie à la chaire Éthique, Technologie et Humanité, laboratoire Ethics de l'Université catholique de Lille. Marc Roux, président de l'AFT, va m'accompagner en tant que co-animateur. Ce podcast est disponible en version vidéo sur YouTube et en audio sur les applis de podcast. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast et d'une manière générale ce que nous faisons, le meilleur moyen de nous le faire savoir est de partager nos contenus. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Alors merci Jessica d'avoir accepté notre invitation. On va parler donc de ce concept de soldat augmenté. Alors déjà, pourquoi est-ce que les armées se préoccupent de l'hypothèse de développer ce qu'on appelle un soldat augmenté? Merci donc de me recevoir aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut s'étendre un petit peu quand même parce qu'elle en recouvre plusieurs. D'une part, à mon avis, l'armée se préoccupe d'un soldat augmenté dans le cadre, de manière générale, du développement de la théorie de l'homme augmenté. Donc déjà, elle rentre quand même dans un cadre plus général, plus global, qui est celui de l'homme augmenté actuellement. C'est une question que se pose aux sociétés contemporaines et du coup, c'est une question que va réinterpréter l'armée à l'aune de sa spécificité militaire. Du coup, on a à la fois une spécificité dans le soldat augmenté en tant que soldat. Mais pour l'armée, la question du soldat augmenté n'est pas uniquement celle de l'homme augmenté au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est aussi le fait tout simplement d'augmenter le soldat, qui est une thématique très commune à l'armée finalement. Donc que ce soit par l'équipement ou par l'entraînement, de manière générale, l'armée augmente ses soldats, augmente au sens où aujourd'hui certains mouvements transhumanistes par exemple considèrent qu'on a toujours été transhumain. C'est-à-dire globalement, on rentre dans une continuité, il n'y a pas de rupture nécessaire, la thématique du soldat augmenté n'est pas forcément nouvelle. Ce qui va être nouveau, c'est que cette thématique du soldat augmenté, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, elle va rentrer dans le cadre de la thématique de la technologie invasive. C'est-à-dire, auparavant, l'augmentation du soldat, c'était des augmentations non invasives, c'est-à-dire qu'ils ne franchissaient pas la barrière corporelle en tant que telle, ou de manière limitée, par exemple avec des médicaments, ou des vaccins, etc. Des choses qu'on a également dans le civil, bien entendu. Et du coup, cette augmentation, c'était une augmentation non invasive parce qu'elle reposait sur l'augmentation de l'équipement, l'augmentation des performances du soldat via l'entraînement, etc. Et maintenant, la différence avec l'augmentation invasive, c'est qu'on va faire entrer en jeu de nouveaux médiums, de nouveaux objets techniques. Et dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de la possibilité qui nous est proposée avec le développement des technologies et des sciences aujourd'hui, de technologies invasives, que le soldat augmenté rentre dans les préoccupations de l'armée. Donc, à mon avis, les éléments quand même importants, c'est à recontextualiser à ce niveau-là. Ensuite, il y a une spécificité au contexte militaire. Il y a une spécificité au contexte militaire qui est le culte de la mission, certaines valeurs traditionnelles, etc. Et cette spécificité du contexte militaire, elle va jouer dans la thématique du soldat augmenté, tout simplement parce que le militaire, tout à coup, les armées, de manière générale, la défense, vont commencer à faire rentrer leurs préoccupations contextuelles. Donc, le fait de ne pas avoir de décrochage opérationnel, par exemple, le fait de pouvoir continuer à être au même niveau que les autres armées dans le monde, par exemple, mais également des valeurs, un respect du droit international, etc., dans la thématique du soldat augmenté. Donc, c'est cette spécificité militaire qui va être récupérée et qui va pouvoir ici faire sens en tant que telle pour les armées. Bien entendu, cette spécificité militaire, elle s'inscrit dans un cadre confrontatif. Donc, elle va s'inscrire dans le cadre, par exemple, tout simplement de l'opposition à d'autres forces armées. Donc, comme je vous le disais, il y a la nécessité de recherche stratégique, et c'est dans ce cadre-là, bien entendu, que va se faire tout à coup la recherche sur le soldat augmenté. Une recherche stratégique, une recherche qui fait que d'autres armées, là c'est intéressant, je peux citer, j'avais trouvé ce discours de Florence Parly, qui était ministre de la Défense à l'époque, qui disait que l'intérêt de l'augmentation invasive, ce n'était pas nécessairement aujourd'hui
quelque chose qui se faisait dans les armées françaises, mais pour le coup, je la cite, hein, mais il nous faut être lucide, tout le monde n'a pas de scrupules, et c'est un futur auquel il nous faut nous préparer. Donc on a vraiment cette idée d'une potentielle confrontation avec d'autres armées, et du coup, l'importance c'est de ne pas décrocher, techniquement parlant, par rapport à d'autres pays. Mais c'est également, paradoxalement, hein, à mon avis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est également un cadre de protection potentiellement du soldat ou de défense du soldat. Tout simplement parce que dans l'obligation des armées, il y a aussi l'obligation de défendre et de protéger un minimum la personne du soldat. Or, dans un contexte international avec des technologies de plus en plus complexes, pas nécessairement de technologies invasives, mais tout simplement, on a des obus qui vont à 70 km, on a bien entendu les menaces des bombes atomiques, on a des gaz, etc., même s'il y a beaucoup de droit international qui supprime la plupart de ces choses-là, on est quand même dans un domaine où la personne du soldat est de plus en plus en danger et de plus en plus rapidement en danger sur le terrain. Et du coup, il est possible, en tout cas les armées se demandent, si le soldat augmenté ne serait pas aussi une réponse pour protéger paradoxalement le soldat. Donc il me semble que ça, c'est vraiment les éléments de contexte à visualiser. Ok. Et donc, pour avoir, donc là, on a vu un petit peu la théorie, enfin, en tout cas, pourquoi l'armée souhaiterait avoir, et pourquoi ça ferait sens pour le corps militaire d'avoir des soldats augmentés. À quel type d'amélioration on parle là? Est-ce que c'est, donc, t'as mentionné invasif, non invasif. Concrètement, ce serait donc des prothèses, des implants, on a des substances pharmaceutiques, et aussi, qu'est-ce qui existe déjà? Alors, en termes d'objets, ça va totalement dépendre de ce qu'on arrive actuellement à proposer, à développer, à inventer. Donc, on a actuellement un ensemble d'objets qui existent déjà dans les augmentations invasives. Ça va être tout ce qui est lié aux objets médicamenteux ou aux vaccins, etc. Donc, on a déjà, par exemple, des objets pour diminuer un petit peu le stress, mais qui sont aussi des objets qui existent dans le monde civil, comme je vous le disais. Donc, on va avoir des médicaments, donc stress, troubles du sommeil, troubles de la vigilance, ce genre de choses. Gestion peut-être de certaines émotions, si on considère que le stress potentiellement ou la peur peuvent être mobilisés en tant qu'émotion, diminution de la fatigue et tout ce qui va être vaccin. Ça, c'est ce qui existe actuellement, ce qui se fait dans les armées, mais sur la prospective, ce qui ne se fait pas encore et ce qui se ferait, là, ça va totalement dépendre de ce qui va être développé plus tard. Donc, si on se rend compte finalement que des implants, eh bien, ça ne marche pas du tout, c'est extrêmement compliqué à mettre en place, c'est probable que ce soit abandonné et qu'au contraire, on se concentre sur des méthodes qui s'appellent la numérisation de l'espace de combat, qui se fait déjà, hein, c'est-à-dire donc, je sais pas, des casques de réalité virtuelle ou potentiellement, par exemple, des équipements un petit peu plus puissants comme certains types d'exosquelettes qui pourraient permettre de se déplacer en volant sur de courtes distances, par exemple, ce genre de choses, qui seraient en fait finalement peut-être plus simple à mettre en place qu'une augmentation physiologique du soldat. Donc là, ça va totalement dépendre, à mon avis, de ce que la société développe dans le futur. Oui, effectivement, j'avais une question par rapport à la réalité augmentée. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que soldat augmenté, ça va forcément être quelque chose qui va toucher la physiologie du soldat, donc le génétique ou le physique plutôt intrinsèque, alors que ça peut aussi être par rapport à des outils plus améliorés. Par exemple, tout simplement, le fait de voir la nuit, c'est un avantage majeur sur le champ de bataille. On a des lunettes à vision nocturne. Donc ça, c'est une technologie d'augmentation. Est-ce que la réalité augmentée, par exemple, capable d'afficher en temps réel des données sur le champ de bataille, ça fait partie aussi d'amélioration Oui, alors, d'un point de vue purement philosophique, ou si on prend par exemple certains mouvements transhumanistes, on considère que ces augmentations techniques, même si elles ne rentrent pas à l'intérieur de la personne, peuvent être des augmentations en tant que telles et participer du spectre de l'augmentation. C'est d'ailleurs pour ça que certains transhumanistes considèrent qu'on a toujours été transhumain. Pas forcément parce qu'on s'est implanté, mais parce qu'on a toujours eu la possibilité d'entrer dans une sphère artefactuelle et de fait, ça nous rend propice à évoluer dans une sphère d'augmentation. En revanche, du point de vue des armées, pour le coup, non. Il y a une différence, ils établissent une différence tout simplement. Pour eux, le soldat augmenté, c'est vraiment, comme je vous le disais, les augmentations invasives. Et tout ce qui est augmentation non invasive, c'est-à-dire qui touche à l'équipement et non à la personne du soldat. Donc, comme vous le citiez, des augmentations nocturnes, des casques de réalité virtuelle, ce genre de choses, des exosquelettes, etc. Ça rentre dans le cadre d'augmentation non invasive et du coup, pas dans le cadre du soldat augmenté. Donc, en fait, la distinction qu'ils font, c'est tout simplement tout ce qui est numérisation de l'espace de travail et de combat, ça va être une numérisation non invasive et du coup qui ne rentre pas dans le cadre du soldat augmenté.
En revanche, ça n'implique pas nécessairement qu'il n'y a pas de nouvelle législation pour ces objets-là. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas dans la catégorie du soldat augmenté. Après, il est possible que dans le futur, avec le développement, je ne sais pas, d'un métaverse incroyable, mettons, je ne sais pas du tout, on ait tout à coup des enjeux éthiques sur la question de la numérisation de l'espace de combat, et dans ce cadre-là, des comités éthiques de la défense qui se poseraient également cette question. Tu nous as rappelé en effet que la ministre à l'époque donc des armées, Florence Parly, s'était montrée en partie ouverte, hein, tu disais, mais essentiellement en réaction en quelque sorte. C'est-à-dire que les armées françaises pourraient être amenées à adopter des technologies invasives en réaction donc à l'évolution des choix des autres armées. Mais, autant que je me souvienne, dans ce fameux rapport qui avait été produit, ou en tout cas dans le discours qu'elle avait tenu en présentant ce rapport du COMEDEF, elle avait dit, pour résumer sa pensée et celle du comité d'éthique de défense, je suppose dans le même temps, elle avait dit Iron Man, oui, Spider-Man, non. Donc, manière de dire que, en l'état, les armées françaises étaient ouvertes donc, à ce dont tu viens de parler, les prothèses, les exosquelettes, etc. Mais ça n'était pas le cas pour ce qui était de développer de nouvelles technologies, notamment invasives. On va sans doute préciser progressivement de quel type d'intervention on pourrait parler. Cela dit, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de communiquer avec d'autres membres, donc d'autres personnels militaires, notamment des gens de l'école de Saint-Cyr-Couët-Quido, qui, de manière tout à fait confidentielle, m'ont dit, dans l'armée, il y a des gens qui sont prêts à aller bien plus loin que ça, dès aujourd'hui. Donc, il y a un débat à l'intérieur. La ministre a rapporté une décision commune, donc valable à un moment donné, mais on comprend qu'il y a un débat à l'intérieur de l'institution. Je voudrais te demander, qu'est-ce que tu en penses à titre personnel? Est-ce que tu penses, comme d'autres militaires, que c'est quelque chose qu'il faut commencer à développer, ne serait-ce qu'en interne, par exemple, pour ne pas être pris au dépourvu autour des derniers moments? Parce que si demain, la décision devait changer, je veux dire, ça prendrait du temps, sans doute, à développer des technologies, à les adapter aux soldats. Est-ce que les armées doivent s'en préoccuper et voir, je sais pas, faire des essais, ce genre de choses? Ou est-ce que non, pour des raisons éthiques, par exemple, il n'est pas question d'y toucher? Et puis, qu'est-ce qu'il en est de la frontière forcément, moi je pense, floue entre ce que tu as rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire des pratiques médicales qui existent sans doute depuis tout temps, à commencer par la vaccination, et puis ce type de nouvelles techniques, comme alors on peut penser, que sais-je, à de l'ingénierie génétique, ou de la thérapie génétique ou des modifications génétiques, par exemple, en tout cas de l'ingénierie génétique en général, quelles que soient les formes que ça peut prendre. Qu'est-ce que tu en penses à titre personnel, vraiment, toi personnellement? Et puis, est-ce que tu as une idée de la manière dont ça pourrait être ressenti par des collègues, des gens avec lesquels tu as travaillé, dont tu as pu parler à ce sujet? Merci pour cette question. Moi, je pense que là, pareil, il faut vraiment la déconstruire. Il y a plein d'éléments dedans, elle est très importante. Si je devais répondre juste d'un point de vue personnel sur les augmentations génétiques ou modifications génétiques, je serais quand même un peu plus terre à terre, tout simplement dans le sens où, pour l'instant, on n'a pas énormément de choses qui seraient viables. Et du coup, on peut imaginer que même dans le futur, la plupart de ces recherches soient d'abord axées sur le domaine de la santé, qui, à mon sens, est quand même parfois bien plus important que le domaine purement militaire, et du coup, dans le domaine du handicap, par exemple, de certaines maladies génétiques, où là, on pourrait commencer d'avance, potentiellement, à modifier le génome pour éviter le développement de ces maladies, etc. Donc, mon avis personnel, c'est très simplement qu'il y a des domaines qui sont plus importants que l'armée dans ce cadre-là, c'est-à-dire tout simplement, si on devait modifier génétiquement l'homme, à mon avis, le plus important, ce serait la maladie, tout simplement. Et pas forcément la performance, alors ensuite militaire en tout cas. Après, je comprends et je conçois très bien toutes les thématiques cyborg, par exemple, avec
des modifications génétiques qui seraient potentiellement, là pour le coup, de l'ordre de l'augmentation. Mais dans le cadre militaire, strictement militaire, ça me semble déjà un petit peu différent. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, personnellement, je me doute bien que la vie personnelle de l'individu qui voudrait être modifié, par exemple, pour ne plus ressentir telle émotion, ce n'est pas exactement la même chose que l'armée qui demanderait à ses soldats d'être modifiés pour ne plus ressentir telle émotion. On est quand même dans des cadres qui sont extrêmement différents, des cadres sociopolitiques qui sont très différents entre un individu et tout un corpus et un contexte de métier. Donc, mon avis personnellement, juste pour finir tout ça, c'est vraiment qu'il y a des domaines qui sont plus importants que l'armée sur le cadre des augmentations militaires, des augmentations génétiques, qui seraient de l'ordre tout simplement du handicap de la santé. Il faudrait mettre en avant potentiellement des modifications génétiques, mais dans ce cadre-là, et d'ailleurs, c'est ce qui se fait en général. Tout ce qui va se faire plutôt, là, le développement génétique qu'on envisage, c'est parce que c'est des technologies qu'on est en train de découvrir, de redécouvrir et de potentiellement en faire quelque chose. Et donc, on se demande si elles pourraient être transposées au métier militaire. Mais pour l'instant, il me semble qu'on est quand même assez loin de ce genre de possibilités, ne serait-ce parce que les choses ne sont pas du tout développées pour le moment. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand Florence Parly prononce son discours, elle s'inscrit dans un cadre particulier, c'est un cadre éthique et pas du tout juridique. C'est le comité éthique de la défense, c'est pas du tout un comité juridique. Donc globalement, ce qu'elle nous dit bien, c'est actuellement Spider-Man non, donc les augmentations génétiques non actuellement, c'est-à-dire dans le contexte actuel et dans la réflexion géopolitique actuelle. C'est pas du tout la même chose que d'établir un rapport de droit disant c'est interdit juridiquement sous peine de je ne sais quelle amende, peine, châtiment, etc. Donc là, on est sur un cadre éthique et non juridique, mais en plus, ce cadre éthique, il est remis en question de manière implicite plusieurs fois par Madame Florence Parly, tout simplement quand elle dit que, alors pareil, je peux citer, c'est un avis qui n'est pas gravé dans le marbre, elle dit bien, et qui sera régulièrement reconsidéré à l'aune des prochaines évolutions. Juste dans son discours, elle part très bien du principe que actuellement les développements étant ce qu'ils sont, on ne peut pas prévoir la suite, que ce soit la suite opérationnelle, c'est-à-dire ce que vont développer d'autres pays par exemple, ou tout simplement la suite de l'évolution morale, éthique, qui ferait que potentiellement toute la société, tout à coup, sur un terme moyen à un terme, commencerait à développer ce genre d'augmentation. Et du coup, elle nous dit bien, ce document n'est pas un document de droit, c'est un document éthique, et il sera reconsidéré à l'aune de plusieurs dizaines d'années à chaque fois. Et on a également l'idée que dans ce document, je cite à nouveau, c'est une phrase qui est intéressante, « Réfléchir ne nous retient pas d'agir ». Donc en fait, ce document nous dit explicitement que la réflexion, elle est censée aider à poser certains jalons pour l'armée et également, bien entendu, rassurer à la fois le monde civil, à la fois le monde militaire face à ce genre de nouvelles technologies. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de développement de certains types de technologies, bien entendu. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le monde civil et le monde militaire vont fonctionner de manière un peu conjointe. Mais paradoxalement, qu'il y a une sorte de refus du monde civil dans le monde militaire. Donc en fait, tout simplement, les évolutions civiles, c'est des évolutions qu'on va retrouver dans le monde militaire, que le militaire va s'approprier. Mais il y a généralement une sorte de méfiance de l'armée envers le monde civil, qui va commencer à tout simplement à dire que, là je cite également, c'est totalement des phrases qui sont vraiment intéressantes à mon avis, au-delà de la caféine ou de la vaccination, les augmentations invasives n'existent pas dans nos armées, virgule, dans le monde civil, beaucoup y travaillent. Donc en fait, on a vraiment cette espèce de pseudo-diabolisation du monde civil par l'armée qui permet aussi à l'armée de se justifier dans ses choix, c'est-à-dire de dire que finalement ils ne font que suivre la tendance du monde civil. Or, on sait très bien, actuellement, et puis bon, on sait très bien depuis très longtemps, à mon avis, que de toute manière, ce qui se fait dans le monde civil se fait également énormément pour l'armée, dans le sens où l'armée investit énormément d'argent dans les nouvelles technologies et qu'il y a énormément de découvertes techniques qui ont été faites à partir de découvertes militaires. Donc en fait, on sait très bien que la recherche militaire n'est pas du tout excentrée du monde civil, elle ne fait pas que la suivre, comme si le monde civil finalement la guidait, mais au contraire que la recherche militaire va pouvoir parfois précéder, ou que ce soit donc techniquement ou symboliquement du moins, et demander au monde civil certains types de recherche que les entreprises mettent en œuvre ou non. Donc là, on a quand même des éléments qui sont assez intéressants parce que dans l'idée de ce refus des augmentations génétiques, il y a une sorte de manière de se rassurer
de rassurer l'armée, parce que l'armée a des valeurs qui ne sont généralement pas du tout en conformité avec l'idée d'une augmentation du soldat. Hein. Généralement, la personne du soldat, elle est relativement sacrée dans l'armée, symboliquement, hein, bien entendu. Mais pourtant, on va avoir quand même une augmentation qui va être potentiellement envisagée dans un futur plus ou moins proche. Et là, à mon avis, sur la personne du soldat, si je peux finir rapidement sur ça, il y a un contexte qui est un petit peu particulier. Parce que la personne du soldat, c'est pas du tout le citoyen, c'est pas du tout le civil. Le code de la défense dit explicitement que les droits qui s'appliquent aux militaires ne sont pas exactement ceux qui s'appliquent aux citoyens. C'est-à-dire que le militaire peut voir certains de ses droits restreints. Notamment, bon, bien entendu, dans le cadre du sacrifice de sa santé, etc., ou de sa vie, surtout, de sa vie, dans le cadre du sacrifice ultime hein, que demanderait son métier. Mais du coup, cette restriction des droits, elle implique que potentiellement, tout militaire est chargé de combattre et tout militaire potentiellement aurait une augmentation, pourrait être soumis à une augmentation. Et ça, tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on demande à des militaires d'aller en Guyane, si le militaire refuse de prendre ses vaccins, eh bien, il n'ira pas en Guyane. Donc, en fait, tout simplement, il y a une obligation envers la personne du militaire, pas nécessairement celle de prendre son vaccin, mais en tout cas une pression sociale assez forte pour que la plupart des militaires, même s'ils sont contre les vaccins, prennent leur vaccin et partent sur leur terrain d'opération. Et du coup, c'est là où potentiellement la personne des militaires peut rentrer en confrontation avec le développement de nouvelles ingénieries génétiques. On peut se demander, est-ce qu'il y aurait une obligation pour le militaire, dans le cadre de son métier et de la restriction de ses droits dus à son métier, est-ce qu'il y aurait une obligation pour le militaire de lui-même s'augmenter génétiquement? Ce type de technologie était possible, bien entendu. Et dans ce cadre-là, pour le coup, ça revient, à mon avis, à la thématique du libre consentement qui est une thématique absolument fondamentale dans l'armée. On va sans doute y revenir, oui, je pense un point important. Mais avant cela, je voulais revenir pour ma part sur un aspect particulier, qui est celui de la réception de ces perspectives-là par les militaires eux-mêmes. Je veux dire, là, pas les généraux ou le ministère de la Défense qui réfléchit de manière théorique, mais non, très concrètement sur le terrain. J'ai parcouru une étude qui est pas très ancienne, qui est de 2020, qui portait sur l'acceptabilité relative de l'augmentation technique des performances, c'est son titre, et donc qui justement a été effectué auprès des élèves officiers des écoles de Saint-Cyr quotidiens, donc par lesquelles tu es passé, je pense, quelques années avant. D'après cette étude, alors donc qui vaut ce qu'elle vaut, eh bien, il ressortirait que les nouvelles générations d'officiers, il précise même dans l'étude les millenniums, donc les jeunes nés avec les technologies de l'information et de la communication, qu'ils seraient davantage susceptibles d'accepter ces technologies d'amélioration humaine, là où les générations précédentes seraient peut-être davantage attachées à ce que les militaires appellent la rusticité des combattants, notamment dans le cadre de l'armée française. Est-ce que donc est-ce que tu partages cette impression? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut quelque chose ou est-ce que c'est un avis qui ne correspond pas vraiment à la réalité des militaires? Alors, je connais cette étude, hein, je l'ai lue et j'ai trouvé que... Alors, je ne suis pas sociologue, donc je ne peux pas forcément porter d'avis sur la manière dont sont interprétées les données. Néanmoins, je pense au demeurant que cette étude a certains problèmes dans justement cette interprétation des données. Donc, je n'y connais pas forcément très très bien en termes de statistiques, mais en tout cas, il me semble que quand même il y a des moments où très clairement on a certains problèmes sur l'étude en tant que telle. Pas forcément la manière dont elle a été réalisée, il me semble relativement logique. À Saint-Cyr, on a pris les élèves officiers, on les a assis dans une salle et on leur a fait répondre aux questionnaires, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais globalement, c'est plutôt sur la question de la manière dont vont ensuite être réutilisées ces données. Donc par exemple, à partir du moment où
on a, je ne sais pas, des promotions de 200 Saint-Cyriens et qu'à côté de ça, on a des promotions de 100 EMIA, on n'est pas forcément sur les mêmes rapports. Et du coup, considérer que les plus anciennes générations, qui seraient du coup les EMIA, auraient un désaveu envers les nouvelles technologies, assez vite, je trouve qu'il y a des problèmes sur l'étude en tant que telle, dans la manière dont elle s'est interprétée. On peut préciser l'abréviation, moi je ne me rappelle plus, c'est pour désigner les officiers? Alors les EMIA, c'est les officiers qui donc passent par Saint-Cyr, mais qui étaient auparavant dans l'armée, qui étaient militaires du roi ou sous-off, et du coup qui passent par Saint-Cyr pour 2 ans, là où les élèves officiers qui passent par la prépa et qui rentrent directement à Saint-Cyr ont 3 ans à Coët-Quillan. Donc globalement, si vous voulez, tout simplement, les EMIA, ça va être des gens qui étaient déjà dans l'armée, quoi. Des gens d'actifs qui passent officier et qui, du coup, passent par la formation à Saint-Cyr. Alors que les gens qui sortent de prépa, bien entendu, n'étaient pas du tout dans l'actif, ils sont généralement plus jeunes. Et du coup, là, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une petite différence générationnelle. Mais à mon avis, ce qui compte, ça va moins être la différence générationnelle que tout simplement la manière dont est abordé le terrain, à savoir pour les EMIA ou les cadres, par exemple, c'est des gens qui ont déjà fait un peu de terrain, un minimum quand même, vu que ou bien ils étaient dans le cadre des EMIA militaires du rang ou sous-off, et dans le cadre des cadres, ils sont passés par Saint-Cyr, donc ils ont fait un peu de terrain après, et ensuite ils sont revenus à Saint-Cyr en tant que cadre. Du coup, c'est des gens qui ont fait un peu de terrain, et du coup qui connaissent un petit peu les technologies. À mon avis, la différence, c'est pas uniquement une différence d'approche générationnelle, au sens où on pourrait se dire les plus jeunes aiment les nouvelles technologies et sont plus confiants, et c'est aussi une différence de rapport tout simplement au terrain, où on sait que trop de technologie sur le terrain, parfois c'est beaucoup plus compliqué à gérer que moins de technologie, et du coup des gens qui sont passés par le terrain le savent très très bien. Donc on pourrait se dire, non seulement il y a ça, il y a aussi le fait que peut-être les personnes qui sont déjà passées par le terrain ont un rapport différent aux personnes qu'elles ont sous leur commandement, donc elles les voient moins comme de quoi atteindre le but de la mission, un ensemble qui permet d'atteindre le but de la mission, mais aussi vraiment comme des individus qu'ils ont vraiment déjà côtoyés sur le terrain, et ça ne leur ferait pas plaisir d'imposer à ces individus une quelconque augmentation génétique, par exemple. Et du coup, on peut se dire que c'est vraiment une différence, à mon avis, moins générationnelle que de rapport au terrain et de rapport au métier en tant que tel, qui a été moins, du coup, réalisé chez les élèves officiers, malgré certains stages qu'on a en régiment pendant plusieurs mois. Par rapport à des gens qui étaient déjà eux-mêmes responsables d'un groupe, d'une section, etc. et qui auraient pu avoir un rapport un petit peu différent aux gens qui sont sous leurs ordres. À mon avis, on n'est plus sur ce cadre-là. Et la question de la rusticité, c'est assez paradoxal parce qu'on s'adresse quand même, pour le coup, à Saint-Cyr-Coët-Quillan. Et Saint-Cyr-Coët-Quillan, c'est un microcosme politique, notamment. Et la question de la rusticité, elle est très importante, même chez les élèves officiers qui sortent de prépa, parce que c'est des gens qui ont déjà vu souvent leur père, leur grand-père, etc. être à l'armée, qui ont un attachement quand même émotionnel assez fort au milieu. Et dans ce cadre-là, la rusticité, c'est quelque chose qui leur tient à cœur aussi, et c'est quelque chose dont moi, personnellement, quand j'étais là-bas, j'entendais parler, quoi. Il y avait une valorisation de la rusticité. C'était On peut préciser, parce que j'ai utilisé le terme, et donc tu le reprends, mais tu peux expliciter un petit peu pour les auditeurs, qu'est-ce qu'on entend par la rusticité d'un soldat? Mais c'est le fait tout simplement qu'il puisse s'adapter au terrain, d'une part, et paradoxalement, je vais reprendre une expression qui est peut-être un petit peu étonnante, mais sans le subir. Il ne doit pas subir son terrain, il doit pouvoir s'adapter au terrain, et être rustique, ça veut tout simplement dire que s'il dort dehors pendant 3 semaines, ça ne le dérange pas trop. Donc globalement, la rusticité, c'est le fait d'avoir une approche un peu rude, un peu paradoxalement rude, du terrain, et de pouvoir quand même s'en sortir en tant qu'humain et le maîtriser un minimum. Du coup, cette rusticité, elle passe généralement par une valorisation de technologies qui vont être assez simples finalement, donc des cordes, etc., et qui vont pas être des technologies très développées. Et du coup, l'attachement à la rusticité, c'est quand même une sorte d'attachement à un rapport un peu direct à la matière qui est sur le terrain, et pas forcément un rapport qui serait totalement intermédié par des technologies. Donc la rusticité du terrain, par exemple, ce n'est pas du tout la numérisation de l'espace du combattant et de bataille. C'est des choses qui vont rentrer assez vite, pas forcément en opposition, mais au moins en tension. On va considérer qu'on est moins rustique si on doit tout numériser et que tout à coup, on dépend totalement des piles qu'il y a dans telle ou telle technologie, quoi. Quand on pense à augmenter, par exemple, des soldats, est-ce qu'il y a aussi la possibilité qu'on n'ait qu'un petit nombre de soldats qui soient augmentés dans une unité, ce qui pourrait poser des problèmes sur un bataillon, sur une troupe? Déjà, est-ce que c'est, on va dire, une possibilité?
Est-ce que c'est crédible d'anticiper ce genre de choses? Et si oui, comment c'est pensé, ce genre de scénario? À partir du moment, du coup, en fait, toutes les unités sont différentes et toutes les unités ont des fonctionnements différents. Et on a déjà ce qu'on appelle des unités entre guillemets d'élite, qui, du coup, vont avoir des fonctionnements différents et peut-être être plus facilement en danger, par exemple, que d'autres unités parce qu'elles vont avoir des missions qui sont plus dangereuses, tout simplement, qui vont leur être affiliées. Dans ce cadre-là, l'idée du soldat augmenté pourrait rentrer en tension aussi avec, effectivement, une sorte d'égalité au sein des armées. Tout simplement parce que les personnes qui seraient augmentées, potentiellement, seraient plus facilement mises sur le devant du champ de bataille, parce qu'on dirait qu'elles peuvent peut-être plus facilement y répondre, et du coup, elles seraient soumises à plus de dangers. Paradoxalement, elles auraient peut-être la possibilité de prendre une sorte de valeur par rapport aux autres unités, et du coup, d'entrer dans un système un petit peu hiérarchique, effectivement. Et on peut imaginer également qu'il y aurait potentiellement une sorte de discrimination, ou bien envers les personnes augmentées parce qu'on n'y serait pas habitué et que ce serait un peu étrange, ou bien tout simplement par des personnes augmentées vers les gens qui ne le seraient pas, et qui se diraient tout simplement, ces gens sont beaucoup moins bien que moi sur le terrain, ils n'ont pas toutes mes capacités. Donc effectivement, on peut anticiper, de là à savoir si ce serait réaliste, on peut anticiper, bien entendu, des différences hiérarchiques qui se mettraient en place au sein des armées autour de la question de l'augmentation. Et ce sont des questions qui sont anticipées par les comités éthiques de la défense. C'est vraiment des questions qui rentrent dans les risques. Ils ont tout un document sur les risques potentiels de la question du soldat augmenté, de ce que ça pourrait mettre, et la question de l'égalité au sein des armées, de l'égalité entre les différentes unités et de la non-discrimination. Ce sont tout à fait des questions qui rentrent dans le cadre de leur point d'attention. Néanmoins, étant donné que pour l'instant on n'a pas du tout les technologies qui permettraient de finaliser un principe hiérarchique entre les armées, c'est difficile d'anticiper la manière dont ce serait mis en place. Mais l'augmentation en tant que telle ne serait sans doute pas mise en place auprès de tous les militaires d'un coup, et du coup pourrait concerner certaines unités, ou bien au contraire ce serait des émulations entre guillemets douces ou alors lentes et qui prendraient comme les vaccins, et là effectivement ce serait pour tous les personnels, c'est-à-dire tous les personnels doivent prendre leur vaccin, et ce serait pareil avec telle autre augmentation, tel autre médicament. Donc c'est difficile de savoir un petit peu à l'avance, mais ça va à mon avis dépendre de la manière dont on va envisager les prochains développements technologiques. Je me permets de peut-être insister un petit peu. Est-ce qu'il n'existe pas des situations, tu as parlé du cas de corps existants, des corps d'élite par exemple, susceptibles de créer des sortes de, si ce n'est de discrimination, en tout cas de différence, en s'inspirant de ce genre de situation existante, est-ce qu'à ta connaissance, il y a déjà des gens qui ont essayé d'imaginer comment on pourrait éviter des cas de discrimination avec des soldats augmentés d'une manière ou d'une autre? Est-ce que l'armée ne pratique pas déjà certaines choses en termes de gestion de groupe, que sais-je, pour essayer d'éviter ce type de discrimination? Ou alors est-ce que tu as l'impression que ça reste encore tout à fait nébuleux et que donc il n'y a pas de perspective concrète de solution envisageable? Alors il me semble que pour l'instant ça reste assez nébuleux parce qu'il n'y a pas les technologies qui sont mises en place, donc c'est difficile. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, pour le coup, c'est des choses qui sont dans les risques. Mais c'est pas des choses qui sont résolues, c'est pas des choses sur lesquelles il y a déjà un avis éthique qui dirait on ferait ça dans ce cadre-là. C'est des choses qui juste restent à l'état de risque, qui sont vraiment dans le document risque, point d'attention, mais qui ne sont pas du tout des choses qui ont déjà une réponse. Et je pense que là, pour le coup, ça va totalement dépendre de la manière dont l'armée gère à l'heure actuelle son rapport aux discriminations. C'est-à-dire globalement, les unités d'élite, effectivement, ce sont des gens qui sont plus souvent soumis à certains combats qui sont bien plus rudes parfois, et du coup, effectivement, ce sont des gens qui peuvent avoir un rapport un peu discriminant aux autres unités, mais comme absolument toutes les unités fonctionnent, c'est-à-dire il y a déjà des discriminations symboliques à l'intérieur de l'armée, par exemple les armes de soutien qui sont considérées comme ayant moins de valeur que certaines armes de mêlée, tout simplement parce qu'elles sont moins souvent sous le feu des projecteurs sur le terrain, et que ce sont des armes qui vont, je ne sais pas, stocker du matériel, réparer du matériel, acheminer du matériel. Ce ne sont pas des armes qui vont prendre part de manière active au combat. Bien entendu, ce sont des armes qui peuvent être au contraire très facilement attaquées, bien entendu, parce que c'est plus simple finalement de s'en prendre au ravitaillement que de s'en prendre aux unités qui sont armées. Et du coup, il y a déjà ces discriminations au sein des différents corps d'armées, tout simplement.
les différentes armes, ce qu'on appelle les armes, donc le train, la cavalerie, etc. Donc, en fait, ce qui est un petit peu particulier, c'est que le rapport à la discrimination de l'armée va ici jouer. Ou bien on considère que c'est une unité qui serait potentiellement augmentée, et dans ce cadre-là, cette unité serait peut-être visée par des discriminations discriminanogénité. Ou bien on considère que c'est quelque chose qui irait pour tous les individus à peu près au même moment, comme les vaccins, etc. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas forcément nécessité de la discrimination, ça ne ferait pas forcément sens. Ou bien on considérait que ce serait une personne dans une unité, une personne dans une autre, à droite à gauche qui serait augmentée, que ce soit dans le cadre de tests ou tout simplement parce que ces gens ont, je ne sais pas, un statut spécifique. Par exemple, on pourrait envisager qu'on augmente que les cadres, le chef de section, par exemple. Dans ce cadre-là, il y aurait peut-être un autre type de discrimination qui se mettrait effectivement en place. Ouais. On est presque sur du Captain America, là. On augmente juste un seul soldat pour refaire un surhomme. C'est presque le cliché du super soldat. Donc, tu as un petit peu mentionné le fait que les soldats ont un statut civil, enfin, il y a un statut, je veux dire, civique différent en termes de la loi. Et donc, ils peuvent avoir, par exemple, ils peuvent perdre certains droits comparés aux civils. Est-ce que, donc, qu'en est-il de l'idée du libre consentement? Est-ce qu'un soldat peut refuser une possible augmentation ou est-ce que ce sera imposé sous peine de ne pas pouvoir exercer son métier? Oui, alors quand on parlait effectivement tout à l'heure de différentes augmentations qui pourraient nécessiter un libre consentement, on peut partir du principe de base que toute augmentation nécessiterait un libre consentement. Mais là, il y a des choses qui sont un petit peu différentes qui se mettent en place. Donc le statut du soldat, il est restreint par le code de la défense. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut et du coup augmenter le soldat sans son accord, pas du tout. Ça veut simplement dire que certains cas pourraient faire que le libre consentement ne s'applique pas. Après, il s'agirait de juger quel cas et comment ça se passe à ce niveau-là. De base, dans tous les rapports de la défense, c'est le libre consentement est une nécessité. Point. Ensuite, il y a marqué potentiellement certains cas ne permettraient pas ou ne nécessiteraient pas de libre consentement, et dans ce cas-là, il s'agirait de les définir quand on serait face à la technologie. Et là, ce serait un enjeu un petit peu particulier. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que le libre consentement, il n'est pas nécessairement possible dans le cadre de l'armée ou de manière plus générale dans le cadre de l'augmentation. Parce que le libre consentement, il nécessite qu'on sache quelles informations donner à la personne en question. Donc, par exemple, le consentement dans le cadre médical, c'est tout simplement donner la liste des effets secondaires à la personne qui va se faire opérer pour lui dire est-ce que vous acceptez toujours l'opération, oui ou non. C'est ça l'idée. Or, dans le cadre médical, on est quand même sur des choses qui, la plupart du temps du moins, sont des choses qui existent à plus ou moins long terme et dont on connaît les effets secondaires. Or, dans le cadre de l'augmentation, le problème de l'e-consentement, c'est tout simplement que là, actuellement, on traite de technologies qui bien n'existent pas encore ou bien sont en voie de développement, etc. Et du coup, ce sont des technologies dont on ne connaît pas du tout les effets secondaires sur le long terme. Et donc, ça rend compliqué la prise d'un libre consentement, tout simplement parce qu'il ne sait pas du tout quel type d'informations donner aux soldats en question, ou aux militaires, plus largement. Donc, on entre tout simplement dans un cadre où le libre consentement, c'est une nécessité pour l'armée. Néanmoins, c'est une nécessité qui peut être contournée, et là, il s'agirait d'en définir les modalités dues au statut du militaire. Mais pour le coup, le libre consentement, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas forcément donner, parce qu'on ne sait pas du tout, quels seraient les effets secondaires de telle ou telle technologie qui n'existe pas encore, qui sont en voie de développement. On a dit tout à l'heure que les soldats, a priori, donc ils sont d'une certaine manière volontaires en choisissant le métier des armes pour mettre leur propre vie en danger en cas de conflit armé, quand ils se retrouvent sur la ligne de front ou en cas de conflit armé. Est-ce que, selon la même logique, on pourrait concevoir ou pas qu'ils puissent être libres de mettre leur santé en danger, par exemple pour tester de nouvelles possibilités d'augmentation, qu'elles soient médicamenteuses, que ce soit par le biais d'implants ou de prothèses ou autres. Ou bien est-ce que, comme c'est le cas dans le cadre, par exemple, de la pratique médicale aujourd'hui, je dis bien, ce sont les choix éthiques qui restent dominants, en tout cas dans la plupart des pays occidentaux, eh bien, est-ce qu'on doit considérer que c'est éthiquement inacceptable d'utiliser, en quelque sorte, je souligne le terme, d'utiliser les soldats
de manière expérimentale. Voilà. Est-ce que des soldats pourraient ou devraient avoir la possibilité de choisir, ou bien est-ce qu'à ton avis, il doit y avoir cette interdiction? Est-ce qu'elle est valable, cette interdiction? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part entre ce libre choix de, comment dire, s'il s'agit de mourir, on est libre. S'il s'agit d'expérimenter, de mettre sa santé en danger, là, on n'est pas libre. Qu'est-ce que tu penses de cette... Est-ce que moi, je perçois comme une contradiction apparente? Mais alors là, donc effectivement, tout militaire, étant un combattant, peut entrer dans le cadre de l'augmentation. Ça, c'est vraiment un des principes de base, parce qu'il a un statut spécifique. En revanche, et là, à mon avis, c'est pas forcément une contradiction, mais c'est justement un enjeu éthique intéressant qui commence à être levé. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du métier militaire, on risque sa vie, bien entendu, et dans le cadre potentiellement d'augmentation, on pourrait risquer sa santé. Et du coup, là, à la fois, on peut se dire, bien entendu, et ça me semble tout à fait légitime, le militaire est engagé pour être un soldat et pas pour être un cobaye. Donc là, pour le coup, on rentre dans le cadre tout simplement de l'évolution, à mon avis, d'une part des mœurs, mais aussi plus généralement de l'éthique et de la morale, parce que on sait très bien, par exemple, pendant la guerre du Golfe, on a eu le modafinil qui était distribué aux soldats de manière vraiment expérimentale, parce qu'on s'était rendu compte que le modafinil permettait de diminuer la quantité de sommeil nécessitée. Mais c'était dans les années 40. Et là, du coup, on se rend bien compte qu'il y a quand même des enjeux... Ah non, oui, je suis confondu avec une... Années 90. J'ai confondu avec une citation que j'avais en tête en même temps d'un psychiatre dans les années 40 autour justement du fait que le soldat, il était lui, pour le coup, totalement un public captif du métier militaire parce que justement, il pouvait être un cobaye. Donc désolé, j'ai confondu, mais globalement, l'idée, c'est que pendant la guerre du Golfe, on a vraiment mis ça en pratique parce que effectivement, tout à coup, des médicaments ont été distribués de manière un peu expérimentale parce que on considérait que c'était bon pour le métier militaire. On considère aujourd'hui, j'aime espérer aujourd'hui que les mœurs sont un petit peu évoluées et que éthiquement, ça passerait plus, tout simplement. Et que aujourd'hui, on se dirait quand même que le soldat ne peut pas être considéré comme un cobaye à grande échelle. Il me semble que effectivement, ça ne passerait plus aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, qu'avec tout ce qui est droit international, mais également protection des personnes, il y a des comités de protection des personnes dans le cadre de l'armée. Il y a un service de santé des armées et qu'aujourd'hui, du coup, c'est dans ce sens-là, ne permettrait plus que ce genre de choses se fasse, tout simplement. Donc, à mon avis, il est peu probable, du moins j'ose espérer, que le soldat soit à nouveau un cobaye, en ce sens-là. En revanche, le soldat, ce qui est à mon avis intéressant, c'est de considérer que potentiellement le soldat, s'il était un cobaye, si tout à coup il utilisait une augmentation potentiellement qui pourrait nuire à sa santé ou modifier son état de santé, mais qu'il s'en sortait sur le terrain, là, il peut avoir une balance qui est intéressante entre les risques pour la santé et les risques pour la vie. On pourrait se dire tout simplement, bien, il vaut mieux finalement avoir une santé un peu impactée par certaines augmentations, plutôt que de mourir sur le terrain, parce que finalement, on n'a pas réussi à gérer le combat. Et que l'augmentation, si elle nous permet de s'en sortir vivant du combat, même si elle a quelques impacts à plus ou moins long terme sur la santé, serait valide ou valable. Et là, à mon avis, on rentre tout simplement dans un cadre éthique un petit peu questionnant, qui reste encore à définir. Bien entendu, on ne peut pas nécessairement considérer que la santé vaut moins bien que la vie pour le soldat, ou que du moins la vie est considérée comme principale par rapport à la santé. Et ça, on le voit déjà à l'armée quand on a différents droits internationaux, par exemple, qui condamnent fermement l'usage de certaines mines, de certains gaz chimiques, etc. On se rend bien compte que la santé, oui, mais uniquement, elle peut être impactée, mais uniquement si elle ne l'est pas trop. Il y a des moments où on considère que vraiment l'armée se dit non, là, ce n'est pas possible en fait. On peut mourir parce qu'on s'est fait tirer dessus. Par contre, on ne peut pas vivre toute notre vie avec telle maladie extrêmement grave due à des gaz chimiques. Donc, on a déjà un cadre dans lequel l'armée répond non, la santé, parfois, c'est plus important finalement que la vie. Il vaut mieux presque mourir dans certains cas et on va gérer certaines armes, on va encadrer l'usage de certains types d'armes parce que finalement, la santé, la vie ne vaut d'être vécue globalement que dans un cadre de santé qui soit quand même relativement acceptable. Donc, par exemple, toutes les mutilations graves à cause des mines, on va partir du principe que non, la mine est inacceptable dans le cadre de tel droit international ou tel autre droit international, et du coup, on interdit l'usage des mines. Mais on n'interdit pas l'usage des armes à feu.
Donc en fait, il y a déjà une réponse qui a été prise à ce niveau-là. On considère déjà que la vie est potentiellement plus importante que la santé, excepté dans certains cas où la santé est vraiment impactée. Oui, tu faisais allusion essentiellement aux mines antipersonnelles qui ont vraiment pour objectif de déchiqueter, de faire des atrocités afin de mutiler. Et puis tout ce qui est gaz chimique, absolument. Je voudrais maintenant venir vers un aspect dont on a parlé, mais à peine. Tout à l'heure, je parlais d'ingénierie génétique. Dans le rapport du COMEDEV, dont on a déjà parlé, de 2020, à un moment donné, il est indiqué que donc, le comité préconise, j'insiste sur les mots, de s'interdire les pratiques eugéniques ou génétiques. Mais le terme eugénisme, enfin en tout cas l'adjectif eugénique, est utilisé. Comment est-ce que tu penses qu'il faut qu'on comprenne ça donc, du point de vue du ministère des Armées et est-ce que donc, tu considères que c'est quelque chose qui est valable, notamment est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il est justifié, est-ce qu'il serait même justifié de parler de pratiques eugéniques dans un contexte militaire? Comment est-ce que tu interprètes ce passage du rapport? À mon avis, dans ce passage-là, tout simplement, ce que dénonce le rapport d'éthique, c'est la possibilité d'accuser l'armée de ce grand spectre de l'eugénisme qui a toujours cours, et à cause des siècles derniers où vraiment on a eu des pratiques eugénistes étatiques assez fortes dans plusieurs pays. D'ailleurs, c'est pas uniquement la nazie, on a eu des pratiques eugénistes en Amérique, en Angleterre, etc. Donc, en fait, on a ici le moment où l'armée finalement se défend de rentrer à nouveau dans ce cadre-là. Et c'est une nécessité. L'armée ne peut pas continuer à proposer l'éventualité de potentielles augmentations génétiques, même si généralement elle les critique, tout en ne faisant pas mention à la tendance eugéniste de certains gouvernements et de certains États, et du coup au fait que l'armée, en tant qu'instrument outil étatique, pourrait potentiellement rentrer dans ce cadre-là. Et à mon avis, ça fait sens de considérer, pour répondre à cette question, que l'armée pourrait rentrer dans le cadre de pratiques eugénistes, pas nécessairement parce que ça va arriver, mais tout simplement parce qu'à partir du moment où, si un jour on demande à tous les soldats, parce qu'ils sont soldats, donc dans le cadre de leur métier militaire, d'avoir telle augmentation génétique, eh bien oui, on sera dans le cadre de sélectionner certains caractères génétiques, on sera dans le cadre d'un eugénisme. C'est certain, mais parce que c'est typiquement la définition de l'eugénisme. Mais en tant que tel, l'armée actuellement ne peut pas du tout, moralement, rentrer dans ce cadre-là. Elle est obligée de se distancier, bien entendu, de ce genre de pratiques, étant donné l'opprobre moral qu'il y a autour de ces pratiques actuellement. Bien entendu, c'est pas pour ça que ces pratiques n'auront ou n'auraient pas lieu, que ce soit dans le cadre civil ou le cadre militaire, tout simplement parce que l'eugénisme, en fait, a plein de définitions différentes. Paradoxalement, il y a un eugénisme privé, un eugénisme étatique, un eugénisme positif, un eugénisme négatif, donc on est quand même sur des choses un petit peu variées. Dans le cadre de définitions un peu strictes, la pratique la pratique actuellement considérée comme acquise dans certains pays de l'avortement, c'est déjà une pratique eugéniste. Donc, selon certaines définitions, on pourrait rentrer assez vite dans le cadre d'un eugénisme, dans le cadre des militaires. Mais bien entendu, pour l'armée, c'est absolument impossible d'être assimilé à ce genre de pratique, étant donné ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc, elle est obligée de faire une mention précise à ça et de s'en distinguer absolument. D'accord, donc il s'agit d'abord d'une précaution quasi oratoire pour éviter certaines formes de critique, j'ai l'impression. D'accord, merci. Le COMEDEF, évidemment, je me fie notamment à ce rapport qui est une première, par ailleurs, en France. Il n'en a pas été remis d'autres depuis et il reste d'actualité. Donc, d'après, encore une fois, ce rapport, il serait demandé aux médecins militaires d'accompagner les éventuelles pratiques amélioratives des soldats. Et donc, ces médecins, ils ne se contenteraient plus seulement de soigner, de réparer, tel que le veut la tradition médicale, selon le serment d'Hippocrate, mais aussi de permettre cette augmentation ou cette amélioration, puisqu'ils seraient là à disposition des soldats pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, est-ce que ça ne ferait, on va en parler plutôt au conditionnel, sortir les médecins de leur rôle
Et à l'inverse, si donc on considère, parce que ça a l'air d'être la position de l'armée, que donc c'est légitime du point de vue des médecins militaires, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce type de modèle finisse par passer dans le civil? Parce que si on conçoit que c'est possible du point de vue militaire, est-ce qu'il n'y a pas des contextes dans lesquels on peut concevoir que ça devienne possible dans le civil? On a dit tout à l'heure, il y a plein de pratiques qui sont passées du civil vers le militaire et du militaire vers le civil. Quel impact pourrait avoir cette pratique? Quand le Comedef préconise de demander aux médecins militaires d'accompagner, dans le cadre d'une augmentation le militaire en tant que tel, dans le mot accompagner, surtout, il faut entendre vérifier, analyser les risques, potentiellement faire un suivi à long terme, prévenir des risques, ou se rendre compte de potentiels in-situ, de potentiels... D'effets secondaires, à moi. C'est ça. Donc, en fait, ces modalités d'accompagnement, ce n'est pas des modalités d'accompagnement moral, c'est des modalités d'accompagnement pour une pratique qui est déjà effectuée. Donc, par exemple, si le vaccin est déjà fait, on part du principe que le médecin militaire accompagne un minimum la personne qui se fait vacciner, et pareil pour la prise de médicaments. C'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faut l'entendre, et notamment dans le cadre du fait qu'on a quand même des services de santé des armées, on a un comité de protection à la personne, donc on a quand même des éléments qui impliquent le fait que des médecins rentrent dans le cadre contextuel du soldat augmenté, tout simplement pour vérifier le statut de l'augmentation, les risques, les bénéfices, et surtout les potentielles déviances quand elles arrivent, et les potentiels problèmes que pourrait apporter une augmentation ou non. Ça ne veut pas forcément dire que les médecins se rendraient complices de valoriser l'augmentation en tant que telle, notamment du fait qu'il y a déjà eu des problèmes. Quand je parlais de la guerre du Golfe, il y a énormément de médecins qui ont refusé de donner ce médicament, notamment le modafinil, aux militaires, tout simplement parce qu'ils comprenaient qu'ils étaient dans le cadre d'une pratique potentiellement expérimentale qui faisait du militaire un cobaye. Et dans ce cadre-là, il y a eu énormément de refus de la part des médecins d'agir. Donc, l'accompagnement du médecin, ce n'est pas un accompagnement qui serait une obligation envers le médecin d'accompagner le soldat, même si ça brise le serment d'Hippocrate, mais au contraire, ce serait un accompagnement pour une technologie qui est déjà mise en place, une technologie d'augmentation qui est mise en place et qui nécessite un suivi médical. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, la thématique du soldat augmenté et de la médecine, elle rejoint, c'est vraiment un des points sur lequel elle rejoint très fortement la thématique de l'homme augmenté, et tout simplement de la différence entre la thérapie et l'augmentation. Et on a aujourd'hui, quand on parle, donc c'est ça votre question, c'est intéressant, ne se contenterait plus seulement de soigner, de réparer, mais aussi de permettre une augmentation ou une amélioration. Ce qui est intéressant, c'est que ça va tout simplement dépendre de la notion qu'on mobilise quand on parle de santé. Parce que la santé, si pour les riches, à l'époque, c'est la vie dans le silence des organes, c'est-à-dire le fait tout simplement qu'on rétablisse un état de neutralité à partir d'une maladie, aujourd'hui, c'est plus nécessairement le cas pour certains cadres quand même assez importants, notamment l'OMS, qui parle de la santé comme d'un état de complet bien-être mental, civique, social, physique, social, ce qui implique quand même une définition de la santé difficilement accessible. Si je vous demande actuellement à vous et même à moi, est-ce que vous êtes dans un complet état de bien-être physique, mental, social, vous me direz c'est délicat à dire, je pense que non. On pourrait presque dire cette définition que personne n'a jamais été en bonne santé, quoi. Absolument. En fait, c'est justement ça ce qui est intéressant, c'est du coup, quelle est la définition de la santé? Parce que là, c'est pas juste un rapport, je sais pas, d'un mouvement transhumaniste un peu enfiévré qui se serait dit la santé, c'est ceci qu'il faut atteindre. Non, pas du tout. On est vraiment sur l'OMS. Donc c'est quand même un petit peu particulier. Ça donne un statut particulier à la santé. Et la médecine, du coup, prend vis-à-vis de la santé un statut particulier. Est-ce que la médecine, c'est juste guérir une maladie? Ou finalement, est-ce que la médecine, elle va devoir maintenant, avec la potentialité des augmentations, rentrer dans un cadre performatif où ce qui est visé, c'est pas juste l'état de neutralité de la personne, mais vraiment son bien-être complet? Et dans ce cadre-là, la question du soldat augmenté va rejoindre assez vite celle de l'homme augmenté. Et à mon avis, c'est plus celle de l'homme augmenté qui va guider les développements de ce que vont devenir les médecins militaires plus tard. Bon, c'est bien pour les transhumanistes, il y a de l'espoir, donc, de ce point de vue. Bon. Autre exemple de conséquences possibles dans le civil de la pratique militaire, des améliorations humaines, le Comedef se demandait s'il ne serait pas impératif que les augmentations dont bénéficieraient au moins certains militaires en service leur soient retirées lors de leur retour dans le civil. Alors, on peut poser la question de leur préoccupation. Pourquoi est-ce qu'il serait ainsi indispensable de retirer ces augmentations?
Et puis, bon, outre les difficultés de la réversibilité, eh bien, il me semble qu'on peut peut-être imaginer des situations où il pourrait être profitable à tout le monde que des vétérans conservent ces améliorations. Alors peut-être pour eux, il pourrait y avoir un intérêt, et puis pas forcément des inconvénients. Je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas une espèce d'impensé à ce niveau-là? C'est-à-dire que tout de suite, on voyait les situations problématiques, et on n'envisageait pas une seule seconde, ça me semblait-il, en lisant à la lecture du rapport, le fait de revenir aux civils en continuant à bénéficier de ces augmentations pourrait bien avoir également des aspects bénéfiques, encore une fois, à la fois pour l'ex-soldat, le vétéran, donc, et puis peut-être pour l'ensemble de la société. Est-ce qu'on peut réfléchir à ce type de perspective, ou alors est-ce que tu penses également que cette réversibilité serait absolument indispensable? Non, je ne pense pas nécessairement que la réversibilité soit indispensable. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du comité éthique, ils envisagent vraiment l'augmentation dans le contexte militaire. Donc en fait, l'augmentation doit rester dans le contexte militaire. À partir du moment où la personne est un vétéran ou elle quitte l'armée, eh bien dans ce cadre-là, elle n'est plus dans le contexte militaire. Donc l'augmentation, d'une part, ça dépend de la formulation qu'on emploie, elle ne doit plus subir l'augmentation ou tout simplement, elle ne doit plus profiter de l'augmentation. Ça dépend un petit peu de la manière dont on l'envisage. De manière plus générale, ça veut tout simplement dire que l'augmentation en tant que telle, elle a une visée stratégique la plupart du temps, ou moins tactique. Donc, par exemple, je ne sais pas, j'invente, diminuer totalement son stress, diminuer, ou alors, je ne sais pas, voir dans la nuit, par exemple, mais qui serait une augmentation physiologique cette fois, mettons. Mais du coup, c'est des augmentations qui ne vont pas nécessairement être utiles dans le milieu civil. Ça peut être très important de pouvoir diminuer son stress, mais on est dans une société qui permet quand même l'achat de ce genre de médicaments, dans la pharmacie ou sur ordonnance, etc. Donc, ce n'est pas forcément des choses qu'apporterait en plus le milieu civil. Le milieu militaire. Par contre, par exemple, si c'était une augmentation qui permet de voir la nuit, ben, elle n'aurait pas lieu d'être finalement dans le civil. Donc en fait, c'est vraiment dans ce contexte d'opérationnalité du militaire qu'est pensée la question des augmentations, et c'est pour ça que la réversibilité est quelque chose qui semble assez important aux armées. En tant que tel, effectivement, la réversibilité, on peut imaginer qu'il y a des situations où elle n'est pas possible. Donc, si ça dépend du type d'augmentation. Si on prend un médicament sur le long terme et finalement qu'on arrête de le prendre, effectivement, il y a peut-être une réversibilité. Mais si c'est mettons une augmentation génétique ou un implant, etc., il n'y a peut-être pas de réversibilité possible. Donc, dans ce cadre-là, la réversibilité, elle peut se poser problème. Mais il y a également le fait que la réversibilité et la non-réversibilité va pouvoir nécessiter un accompagnement du vétéran en dehors du cadre militaire. Et là, c'est quelque chose qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes parce qu'on a déjà du mal à accompagner nos vétérans non augmentés. Pas uniquement nous, mais c'est des thématiques qui sont vraiment très communes. Par exemple, si on regarde aux États-Unis avec des chiffres astronomiques de suicides d'anciens soldats, on est quand même sur des thématiques où on sait que socialement, politiquement, on a des difficultés à accompagner nos anciens combattants. Et du coup, cet accompagnement, si en plus il y avait augmentation, il serait presque nécessaire, notamment d'un point de vue médical. Et c'est là où, à mon avis, justement, le service de santé des armées, le fait qu'ils doivent accompagner, c'est important parce que ça implique qu'ils ne doivent pas uniquement accompagner juste quand la personne est soldat, mais aussi quand la personne est un vétéran et s'est retiré de l'armée. Et donc, dans ce cadre-là, ou bien on abandonne totalement les vétérans à leurs augmentations, comme aujourd'hui on peut le faire. D'ailleurs, d'un point de vue financier, il y a énormément d'abandon des vétérans. D'un point de vue économique, on a énormément de problèmes, par exemple pour tout ce qui est PTSD, à réinsérer les vétérans, parce qu'il y a un abandon des vétérans qui est quand même clair dans la société actuelle, dans pas mal de pays. Et du coup, là, pour le coup, la thématique de l'augmentation, elle est intéressante parce que peut-être qu'elle viendrait faire accorder une importance supplémentaire aux vétérans et finalement introduire la nécessité d'un suivi des vétérans, d'un point de vue médical pour l'augmentation, mais même d'un point de vue social. Donc, la réversibilité, c'est vraiment une thématique qui va, à mon avis, dépendre de la technologie qui est mise en place, mais qui, en tant que telle, n'est pas nécessairement problématique suivant l'accompagnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu une augmentation qui était bien accompagnée dans le contexte militaire, on peut imaginer que si l'accompagnement se poursuit, elle serait également bien accompagnée dans le contexte de la vie civile du vétéran ensuite. Il y a une question qui m'est venue quand même, c'était parce qu'on a parlé beaucoup de la France, parce que tu es spécialiste du cadre français, mais le gouvernement au monde qui dépense le plus dans son armée, c'est les États-Unis. Ils ont la DARPA qui finance énormément de recherche. Et aussi, évidemment, la Chine, où on ne sait pas trop dire ce qui se passe, mais on peut envisager que d'un point de vue éthique, les choses sont plus
relaxe, on va dire. Et donc, comment se positionne l'armée française face à une compétition, on va dire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de course à l'armement dans la recherche d'augmentation? Et finalement, il me semble que ça s'appelle le paradoxe de la défense, que finalement, dans une sorte de théorie des jeux, on aurait plusieurs adversaires qui cherchent toujours à augmenter leur capacité d'attaque dans une dimension de défense parce qu'ils se disent que si je le fais pas, l'adversaire le fera. Donc, pour être à un même niveau. Il est certain que le contexte opérationnel et stratégique, c'est un des grands éléments qui font justement poser à l'armée l'hypothèse d'un soldat augmenté par des augmentations invasives. Après, ce qui est intéressant, c'est de considérer effectivement que la course à l'armement, dans ce cadre-là, elle poserait énormément de problèmes parce que jusqu'où iraient les augmentations si on n'augmente pas pour l'opérationnel, mais pour plus d'opérationnel chaque fois, c'est-à-dire pour une comparaison entre différents pays. Et là, ce qui est intéressant, c'est de considérer qu'on est quand même arrivé, à mon avis, presque au maximum de ce qu'on peut faire en termes de deterrence. Alors, comment c'est en... dissuasion, je pense. Voilà, de dissuasion, merci. Avec la bombe atomique. On est quand même sur un cadre où là, on ne peut pas aller vraiment plus loin. Donc en fait, le soldat augmenté, s'il y avait des augmentations, ça resterait dans un cadre micro par rapport à la bombe atomique, qui serait un cadre un peu paradoxalement macro et qui surplomberait tout ça. Donc l'augmentation du soldat, si elle se fait de manière effrénée avec de l'escalade, parce que tout à coup, on arrive, je sais pas, à vraiment bien maîtriser certains types de génétique, d'ingénierie génétique, et qu'on commence à pouvoir vraiment je sais pas, changer des caractères phénotypiques des soldats, alors que ce sont déjà des hommes adultes qui sont engagés, ce qui est quand même difficile à faire, enfin difficile à imaginer, hein. C'est pour ça les augmentations génétiques, c'est quand même très prospectif. Mais dans ce cadre-là, dans le cadre d'une augmentation qui soit faite dans un contexte opérationnel et qui nécessite une escalade, on peut imaginer qu'il y aurait énormément de déviances possibles, et il me semble que c'est pas dans l'intérêt de la plupart des pays qui ont signé les accords de droit internationaux. Donc là, c'est pour ça, ça dépend totalement de qui on considère, mais dans le cadre de la France, à mon avis, la course à l'armement pour augmenter le soldat, c'est pas forcément la chose dont ils rêvent. Il y a peut-être des pays qui considèrent, alors on ne connaît pas du tout le cas par exemple de la Chine, la Russie, etc., bon, et même honnêtement des États-Unis, mais du coup on peut imaginer que dans certains autres cas, effectivement, ce soit des choses qu'ils envisagent de manière beaucoup plus sérieuse et à plus grande échelle. Et dans ce cadre-là, on ne sait pas du tout jusqu'où ça pourrait aller, bien entendu. Mais il me semble qu'on reste vraiment dans le domaine, comme je disais, prospectif avec ces questions-là. Parce que c'est très difficile d'envisager ce que ça pourrait donner, étant donné que ça n'a même pas commencé. Mais en termes tout simplement d'enjeux, en général, bien entendu, il y a une escalade à l'armement. Et du coup, il s'agirait de la mesurer un petit peu ou de la maîtriser un minimum. C'est là où, à mon avis, c'est intéressant de se penser à la question de l'augmentation dans le cadre de la santé ou peut-être de l'amélioration de certains sentiments moraux, si on veut partir vraiment sur des augmentations génétiques. Parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément augmenter les gens dans le cadre de l'armée, de la défense et de la guerre? Ce serait peut-être intéressant de penser à l'inverse, une société un peu plus pacifiée. Si on veut vraiment aller vers des augmentations, est-ce qu'on ne peut pas penser plutôt si on veut aller vers des augmentations qui soient des augmentations plutôt morales, dans un cadre, bien entendu, il faudrait redéfinir ce que c'est que le bien-être moral, etc. On sait que c'est important dans une société d'avoir des sentiments négatifs ou des sentiments d'agressivité ou de compétitivité, mais jusqu'à quel point et dans quel cadre on ne pourrait pas revenir à des échelles un petit peu différentes sur ces augmentations, bien entendu. Voilà une proposition qui ferait magnifiquement office de conclusion. J'adore. Il faudra répéter ça pour conclure. J'avais néanmoins une remarque sur le point précédent. J'ai eu l'occasion de lire également des rapports émanant pas exactement de comités d'éthique, mais plutôt de centres de recherche militaires britanniques ou allemands. Et puis, en discutant avec donc des militaires d'active, j'ai entendu leur point de vue sur la différence de leur point de vue, encore une fois, entre la manière dont la France prête, ou enfin se préoccupe, disons plutôt, de ces soldats, et la manière dont ils avaient l'impression que, par exemple, en effet, les États-Unis d'Amérique se préoccupaient de leurs soldats. Et j'avais l'impression d'une espèce de gradation, en quelque sorte, les Français faisant peut-être partie des plus précautionneux
entre parenthèses, ce que nous, transhumanistes francophones, avons l'impression de constater dans l'ensemble des questionnements touchant au transhumanisme. Les anglo-saxons, ou disons les Allemands et les Britanniques, dans les rapports que j'avais lus, étant un ou deux crans plus avancés dans les perspectives de recherche et éventuellement dans la mise en danger de la santé des militaires. Et donc les Américains étant peut-être encore un ou deux crans au-dessus, et puis tous s'entendant pour dire qu'on n'a aucune idée du nombre de crans là où se situent les armées, que sais-je, russes ou chinoises, ou sans fantasmer pour autant, parce que je pense qu'il y a pas mal de fantasmes sur les pratiques en Russie ou en Chine, mais le fait est qu'on a très peu d'éléments d'information à ce sujet. Est-ce que tu partages cette impression ou ce sont de fausses idées que je reprendrai là en reparlant de cette impression que les Français, en tout cas, seraient parmi les plus précautionneux, évidemment, si on compare ici les principales armées au niveau mondial. Oui, alors je ne connais pas totalement, bien entendu, le système de tous les autres pays. Pour l'armée française, il me semble que c'est un fait. D'une part, l'armée française, un petit peu comme l'armée britannique ou l'armée allemande, on signe toujours toutes les juridictions internationales, tout ce qui est droit de protection de la personne, tout. Alors que l'Amérique, pour le coup, ne les signe pas à chaque fois. Et on se rend bien compte que l'Amérique se retrouve assez vite avec la Russie et la Chine à autoriser, par exemple, les minorités personnelles, alors que pour la France, c'est absolument intolérable. Donc, effectivement, à mon avis, donc d'un point de vue purement pratique, la France a des pratiques qui sont plus mesurées et qui correspondent plus au droit international que celles d'autres pays, comme notamment les Américains. Et il y a également la question, à mon avis, financière, qui fait que la France, de toute manière, n'a pas la puissance de recherche qu'elle n'a pas. Et donc, ça se retrouve beaucoup sur le terrain, même de manière concrète au quotidien, quand on constate les différences d'objets techniques et de soutien que vont avoir les Français vis-à-vis d'autres pays. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, qui est que dans le cadre de Saint-Cyr, on fait notamment le stage commando avec les Légions en Guyane, et on a les légionnaires qui nous disent les Français, il n'y a aucun problème, on prend notre sac avec nous et on laisse tout ce qu'il y a dans notre sac avec nous, notamment parce qu'on sait que dans 3 semaines on n'aura que notre sac et que ce qu'il y a là-dedans, c'est littéralement ce dont dépend l'intégralité de notre survie, quoi. Et à côté de ça, quand ils ont des pays étrangers, notamment les Américains qui viennent s'entraîner, ils nous disent très vite, les Américains, si c'est trop lourd, ils balancent la gourde, ils balancent les trucs, et puis ils se disent, de toute façon, on sera ravitaillés. Sauf que dans le cadre, pour le coup, de l'entraînement de la Légion française, ils ne seront pas ravitaillés, donc ça pose des soucis. Mais bien sûr, s'ils étaient dans le cadre de l'Amérique, ils seraient ravitaillés, que ce soit en hélicoptère, que ce soit avec des véhicules roulants, etc. Alors que les Français, bien entendu, ne seront pas ravitaillés parce qu'on n'a pas l'argent pour ravitailler à chaque fois. Donc, les Français, ils gardent tout sur leur sac, ils font bien attention. Et donc, en fait, on voit déjà un rapport extrêmement différent au terrain. Alors, si c'était un des terrains, justement, c'est pour ça aussi qu'on considère que les Français sont assez rustiques par rapport à d'autres armées. C'est aussi des moyens financiers qui ne sont pas forcément les mêmes et qui ne vont pas être mis en place de la même manière. Et il me semble que dans la question de la recherche à l'international, ça se pose vraiment. On n'a pas les moyens de rentrer en compétition avec l'Amérique. Et très clairement, on n'a peut-être pas les moyens de rentrer en compétition avec la Chine, bien entendu, ou avec la Russie, bien qu'il ne faille pas, je suis totalement d'accord, commencer à imaginer des choses qui ne sont peut-être pas du tout d'actualité. Je pense que c'est d'ailleurs un problème de scinder comme ça le monde entre l'Occident et puis tout ce qui va être Chine-Russie, tout simplement parce que, d'une part, ça fait qu'on se rend moins compte de ce que font nos alliés et on a tendance à le valoriser d'office comme ce que font les Américains, alors qu'il y a des choses qui sont pour nous répréhensibles. Et à l'inverse, on a tendance à laisser nos imaginaires parler en ce qui concerne la Russie et la Chine, alors qu'ils sont aussi à des niveaux technologiques relativement similaires aux nôtres et qu'il n'y a pas d'avancée non plus complètement incroyable et qui se fait au détriment de tout ce qu'on pourrait imaginer. Oui, c'est vrai que c'est important de préciser ça. Il y a une autre question que j'avais envie de poser, même si ça sort un petit peu du contexte du soldat augmenté, puisque là, on est vraiment sur une augmentation technologique de l'armée en général, qui serait donc non invasive. Ce serait l'ajout d'intelligence artificielle dans l'armement, donc ce qu'on appelle les armes létales autonomes, ou
sont surnommés les robots tueurs pour prendre un petit peu le contexte science-fiction, mais en général, voilà, c'est l'idée que des armes puissent prendre la décision de tuer basée sur un certain nombre de facteurs, une reconnaissance d'image, etc. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la position de l'armée française sur cette technologie, puisqu'il y a pas mal d'associations qui essaient de faire reconnaître les armes létales autonomes comme quelque chose de moralement répréhensible et qu'il faudrait avoir un ban, une interdiction mondiale, comme c'est le cas pour les armes bactériologiques, par exemple. Voilà, qu'est-ce que tu sais? C'est peut-être pas ton sujet de prédilection, mais est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que justement en 2021, il y a le même comité éthique de la défense, même, pas forcément les mêmes personnes à l'intérieur, hein, qui avait fait un rapport sur les soldats augmentés, qui s'est attelé à faire un rapport justement sur les systèmes d'armes autonomes. Donc en fait, ce qui est intéressant, alors moi je vais vous donner les gros éléments que je connais, parce qu'effectivement c'est pas mon domaine, mais ce qui est intéressant, c'est que là, si la personne qui nous écoute est intéressée, elle peut directement regarder en ligne, taper les informations et on le trouve en libre service, quoi. C'est vraiment pas des informations qui sont retenues ou conservées secrètes par l'armée. Il y a vraiment un rapport d'éthique sur les systèmes d'armes autonomes. C'est un beau rapport de, 50 pages. Enfin, ils ont vraiment fait ça bien. Et du coup, donc en fait, il y a des éléments qui sont ici assez intéressants, qui est que d'une part, ils vont totalement scinder en deux ce qui est système d'armes létales autonomes, et donc qui effectivement pourrait prendre d'avance des décisions ou adapter son comportement pour pouvoir elle-même se mettre en engagement, etc. Et système d'armes létales intégrant de l'autonomie. Donc en fait, il faut une différence en ce qu'on appelle les SALA, donc les systèmes d'armes létales autonomes, et les SALIA, systèmes d'armes létales intégrant de l'autonomie. Et donc les SALA, pour le coup, les armes autonomes, ça repose un petit peu sur cet aspect science-fictionnel de vraiment l'IA qui va pouvoir elle-même prendre ses décisions. C'est littéralement interdit. C'est-à-dire, globalement, la France, dans ce cadre-là, dans le cadre éthique, refuse d'utiliser les SALA. C'est quelque chose qui est dit à plusieurs reprises dans le document. L'emploi des SALA est interdit dans le cadre de l'opérationnalité française. Par contre, l'emploi des systèmes d'armes intégrant de l'autonomie, les SALIA, donc là, pour le coup, rentre dans le cadre de ce que pourrait développer l'armée. Donc ça va être par exemple, des systèmes d'armes avec des capteurs, des systèmes d'armes avec un véhicule par exemple qui pourrait lui-même prendre certaines décisions ou lui-même adapter son comportement, ou une arme, une tourelle qui pourrait potentiellement renvoyer d'elle-même des informations qui permettent de décider si oui ou non on va commencer à tirer, elle va commencer à tirer ou non. Donc en fait, là, on a sur des armes qui intègrent de l'autonomie. Et en fait, la différence que ça fait, c'est tout simplement que le système de décision, il revient à l'humain. Il y a quand même un humain derrière qui doit décider, qui doit globalement appuyer sur le bouton du commandement, quoi. Et qui doit dire oui ou non, dans ce cadre éthique, ça va se passer comme ça, parce qu'effectivement, il faut utiliser cette arme ou il faut utiliser ce véhicule de cette manière. Donc en fait, le système de SALIA, c'est un système d'armes qui est un système d'armes tout simplement de numérisation encore du champ de bataille et qui va rentrer dans un cadre un peu spécifique où on va avoir des avantages opérationnels qui vont être certains, mais également une balance avec des risques et du coup tout un système de garantie visant à un bon emploi de ces futurs ou ces systèmes d'armes en développement. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que un des premiers éléments que met en place le comité éthique quand il parle de ces systèmes d'armes, c'est qu'il souligne qu'il y a un anthropomorphisme duquel il faut se méfier dans l'idée d'un système d'armes intelligent, d'un système d'armes létal autonome, avec le fait que le système d'armes n'est jamais autonome. Le système d'armes autonome, en tant que tel, il est un peu fictif, c'est celui qui refuse, c'est ça là, mais le système d'armes intégrant l'autonomie ne sera jamais autonome. Il faut faire attention à ne pas anthropomorphiser l'objet technique, et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une des thématiques, pour le coup, qui est traitée explicitement. Alors qu'on considère que c'est une thématique un peu plus, philosophique, et pas forcément une thématique qui ferait sens dans un rapport d'éthique, mais au contraire, c'est très explicite, c'est presque les premières pages, c'est sur le fait de faire attention à l'anthropomorphisme de l'outil. L'outil doit rester entre les mains de l'être humain. Et la décision n'est pas nécessairement toujours entre les mains de l'être humain. Donc, on voit par exemple certains avions, si le pilote par exemple s'évanouit, etc., qui peuvent, entre guillemets, prendre le contrôle de manière restrictive, bien entendu, en se rendant compte finalement que le comportement du pilote ou bien n'existe plus ou bien n'a plus sens. Et dans ce cadre-là, c'est extrêmement positif, bien entendu,
parce que ça permet de nous sauver des vies, tout simplement. Et donc, c'est plutôt dans ce système-là, de système de pouvoir tout à coup, tout en restant dans un système automatique, prendre une pseudo-décision autonomisée, et non pas tout simplement rentrer au sens philosophique dans l'autonomie au sens de autonomos qui se donne sa propre loi. Donc c'est vraiment par ça qui est mis en avant par un système d'armes tel que l'envisage l'armée. Là, globalement, on est vraiment sur des systèmes d'armes qui seraient une assistance une assistance avec IA pour les militaires. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour de l'ensemble des questions auxquelles on avait pensé. J'ai particulièrement apprécié, je reviens dessus, ta pré-conclusion en quelque sorte, en rappelant qu'en effet, et je veux dire, j'insiste dessus parce que c'est tout à fait dans cette optique-là que, voilà, en tant que représentant de l'Association française transhumaniste, nous avons réfléchi et pensé à cette interview. C'est-à-dire qu'il nous a semblé que c'était une thématique tout à fait incontournable pour quiconque se préoccupe du transhumanisme, mais d'un autre côté, il va de soi pour nous que l'idéal, c'est d'éviter le plus possible l'utilisation de toutes ces techniques-là, et comme tu l'as très bien dit, de mettre la priorité tout au contraire sur l'amélioration de l'être humain pour donc plutôt diminuer son agressivité, par exemple, éviter les biais cognitifs qui bien souvent nous entraînent dans les guerres, comme on a encore pu le vérifier malheureusement tous ces derniers mois. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire, en effet, ce qui est de l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer ces conditions, alors on peut les appeler différemment, mentales, cognitives, psychologiques, sociologiques, ce qu'on veut, avant de mettre des milliards pour augmenter nos soldats. Au passage, d'ailleurs, je constate que d'emblée, et sans trop de réflexion, le Comedef a choisi l'utilisation du terme « soldat augmenté », alors que dans le cadre de l'Association française transhumaniste, bien souvent, enfin moi le premier en tout cas, on insiste sur le fait qu'au lieu de parler d'augmentation, on ferait mieux de parler de recherche d'une amélioration si on se préoccupait d'avoir des soldats qui se sentent mieux ou qui soient meilleurs. Peut-être qu'on aboutirait à des résultats plus intéressants que seulement en se préoccupant d'augmenter nos soldats. N'hésite pas à rajouter, je ne sais pas si tu veux, un commentaire sur cette réflexion-là. Merci en tout cas d'avoir partagé toute ton expérience sur ces questions. Merci. Écoute, la question de l'augmentation et de la traduction, c'est littéralement le problème de la traduction anglo-saxonne de enhancement qui est compliqué en français et qui du coup pose beaucoup de problèmes, bien entendu, dans énormément de cadres, que ce soit d'un point de vue philosophique ou bien entendu quand c'est réutilisé au quotidien, dans les médias, etc., où on voit des choses qui n'auraient pas forcément lieu d'être si la thématique de l'augmentation et de l'amélioration était plus tranchée, effectivement. En tout cas, merci d'avoir accepté de discuter pendant un peu plus d'une heure sur ce sujet. C'était fascinant. Et donc, si jamais il y a les auditeurs veulent en savoir plus, est-ce que tu leur recommandes certains endroits à aller pour te suivre à la fois ce que tu publies peut-être ou d'autres ressources sur Internet? Alors, il y a quelques années, j'ai participé à la publication, enfin à la rédaction en tout cas, d'un document qui est assez intéressant, qui est mené avec Gérard de Bois-Wassel, donc notamment par le CREC, donc c'est le centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quido. Du coup, Gérard de Bois-Wassel qui travaille beaucoup sur la question du soldat augmenté et qui a aidé à publier pas mal de choses sur ces questions-là. Et sinon, de manière plus générale, effectivement, on a les rapports dont je parle et sur lesquels je m'appuie qui existent en ligne et qui sont totalement disponibles. On parle Comité éthique de la défense, soldats augmentés ou système d'armes létales. Et puis, il y a la liste de tout ce qu'ils ont fait. Et donc, on peut voir quelle est au moins la position, disons, éthique à un moment T de l'armée sur ces rapports, tout en gardant en tête que, bien entendu, ce sont des choses qui vont évoluer et qui évoluent constamment. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube The Flares Podcast, où vous retrouverez les autres épisodes du podcast La Prospective et de la série Humain Demain, mais aussi la chaîne principale contenant des essais vidéo, documentaires et autres friandises. Tout est sur notre site et bien plus.
Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire financièrement sur Tipeee, YouTube ou en achetant nos contenus premium sur le site, mais tout simplement en partageant ou encore nous écrire une revue ou un commentaire. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Merci et à bientôt. Le podcast Humain demain.